Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Ça marche. Je vois que Roberta fait des grands signes, donc on va commencer. Merci à toutes et tous d'être là. Donc c'est la deuxième séquence du dialogue public, donc un beau titre qui a été trouvé par notre collègue Françoise Fromono dans le cycle autour de la belle exposition de Giancarlo De Carlo. Il y avait 3 thèmes. Celui qui a été traité la semaine dernière, c'est penser le temps. Là, on est ce soir tous ensemble pour débattre de habiter les lieux. Et la prochaine séquence, ça sera espace et société. Voilà, donc déjà, merci à toutes et tous d'être là. Merci à Roberta pour tout ce contexte et puis d'autres qui sont là derrière. Je vois les sourires des collègues et amis de cet énorme travail aussi fait avec les étudiants. Et puis évidemment, merci à l'école de permettre d'avoir ces lieux et ces rencontres avec des invités, qu'on est extrêmement heureux d'accueillir. Merci infiniment à toutes les deux d'être là. On est très très heureux de vous recevoir. Et avec Clarisse Amalfi et Colin Moretto, on a travaillé parce qu'il y avait quand même un peu du travail. Merci Roberta. Et en même temps, on a trouvé que les échanges c'était très très stimulant, ce qu'on a pu déjà se dire. Et Roberta a dit, ça c'est déjà une victoire, parce qu'on a réglé ça sur les estrades là-haut, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai la tâche là, entre autres, de vous introduire. Alors c'est toujours le truc un peu protocolaire, donc, mais vous allez vous y retrouver parce que ça puise beaucoup dans vos sites et tout ça. Voilà. Donc Nathalie Blanc. Vous êtes géographe et artiste. En tant que directrice de recherche au CNRS, vous avez co-dirigé de nombreux programmes, et notamment l'évaluation des trames vertes urbaines avec Philippe Clergeau de 2008 à 2012. Philippe Clergeau qui est déjà intervenu d'ailleurs dans cette amphi. Vous avez dirigé le laboratoire LADIS de 2014 à 2018, et vous êtes responsable du projet Civic Act, le rôle des associations environnementales dans les transformations urbaines de la métropole du Grand Paris. Et en 2019, on y reviendra, vous avez fondé le Centre des politiques de la Terre dont vous assurez la direction. Vos travaux sur le rapport des habitants, vivants et non vivants, à leur lieu de vie, sur l'écologie politique, la nature en ville, les formes et les esthétiques environnementales sont très riches et très stimulants. Et votre site web, je vous en parlais rapidement, on rencontre de très très belles manières et j'invite tout le monde à aller l'explorer. Vous avez aussi collaboré avec complicité avec Sabine Barle, avec 2 publications, Écologie urbaine sur le terrain en 2016 et plus récemment l'ouvrage intitulé Pour la recherche urbaine en 2020. En juin 2023, vous en parliez tout à l'heure très rapidement, dans le cadre du Centre des politiques de la Terre, vous avez conclu un cycle de séminaires autour des hybridations plurielles de l'habitabilité pour un colloque intitulé « Savoir habiter la Terre », où ont pu se croiser des chercheurs et des chercheuses de différents niveaux et de tous âges, confirmés et moins confirmés, ce qui est aussi une pratique que vous avez en commun. Le cycle se poursuit avec des réflexions sur l'habitabilité terrestre, l'anthropocène et la transformation socio-écologique autour de 2 thématiques, microbiote, santé et biodiversité, et l'autre, infrastructure face aux enjeux écologiques. Sabine Barle, je ne sais pas si je reste sur le vouvoiement, mais vous êtes ok, très bien, je pensais que tu allais me faire ça. Donc, tu es ingénieur de formation, urbaniste et historien des techniques, professeure enseignante d'urbanisme et d'aménagement à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Tu es aussi membre de l'UMR Géographicité,
où tu es responsable depuis 2015 de l'équipe CRIA. J'espère que tout ça est toujours à jour. D'accord, donc c'est pas tout à fait à jour, donc 2024-25, donc le CRIA quand même, c'est le centre de recherche sur les réseaux, l'industrie et l'aménagement. Alors tes travaux se distinguent par leurs approches interdisciplinaires, et ça c'est vraiment quelque chose que vous avez en commun. Tu es aussi particulièrement intéressé à l'évolution des savoirs et des professions depuis le XVIIIe siècle, sous l'angle de l'histoire des techniques et de l'environnement. Un de tes terrains d'études, c'est l'agglomération parisienne, là aussi des terrains communs, hein, que tu as décrypté sous l'angle des déchets, du sous-sol, de la voirie et aussi de ses eaux. Ton approche du métabolisme t'a conduit à un élargissement à la fois en termes d'échelle, de terrain, mais aussi de flux, d'énergie et de matière et de production agroalimentaire sur lequel on reviendra. La semaine dernière, ici, dans le cadre de la rencontre sur Habiter le temps, il était question de régime d'historicité avec un des historiens importants du sujet, François Hartog. Toi, ton approche est plutôt celle des régimes socio-écologiques et de son évolution. Et tu as aussi le goût du terrain, je tiens à le signaler, mais je crois que tu n'es pas toute seule non plus, et de l'accompagnement avec tes étudiants, d'équipes et étudiantes qui sont engagées localement. Et évidemment, je pense particulièrement au travail que tu fais avec la direction de l'eau et de l'assainissement en Seine-Saint-Denis. La ville délétère en 1999, l'invention des déchets urbains en 2005 ont marqué la recherche urbaine et j'ajoute avec grand plaisir la recherche et la pensée architecturale. 20 ans plus tard, ce sur le métabolisme métropolitain marque une nouvelle étape où prend place le Grand Prix de l'urbanisme qui te sera remis dans quelques jours. Voilà. Donc, nous, on a une petite série de questions. En fait, l'idée, c'est que c'est la mission qui nous a été confiée, hein. On engage un peu le débat, quoi, un peu entre nous, entre guillemets. Donc, à trois, on va vous questionner. Et donc là, on prend une petite heure. Donc, Roberta me fera des grands signes dès que l'heure est arrivée. Et ensuite, on aura des échanges avec la salle. C'est un peu ça, l'idée. Alors, évidemment, les thématiques, on a essayé de les construire en lien avec cette belle expo, mais j'ai déjà dit belle expo. Donc, la vision critique de la modernité. Comme le rappelle utilement Roberta, dans le chapitre « Habiter les lieux », je cite, « La vision critique que De Carlo développe vis-à-vis de la modernité se base sur le rejet de l'idéologie abstraite et réductrice du mouvement moderne en architecture qu'il accuse de formalisme et de n'avoir pas su libérer l'architecture des exigences du pouvoir. Comme elle le précise, De Carlo ne renonce pas à la modernité, mais s'oppose résolument aux dérives autoritaires et dogmatiques du mouvement moderne, de ses préceptes spatiaux basés sur une conception générique de l'être humain. Vos travaux, à toutes les deux, nous aident vraiment à penser autrement la modernité et nous donnent des clés de compréhension et d'action pour un monde souhaitable. Et donc on s'interrogeait en fait comment vos visions critiques considéraient celle de Giancarlo De Carlo vis-à-vis de cette modernité, et peut-être en grille de lecture, quelque chose qui nous a animés pendant nos discussions pour préparer cette discussion justement, qui était la question de l'urbain et de la métropole, de la ville en général, puisque vous avez toutes les deux, vous travaillez toutes les deux beaucoup sur les questions urbaines. Dans l'entretien que vous aviez réalisé pour Urbanisme, vous aviez, Nathalie Blanc, évoqué le fait que l'avenir serait urbain. Et vous, Sabine Barle, excusez-moi, vous travaillez beaucoup en lien avec la ville, avec notamment le métabolisme urbain, et sur des questions qui nous font nous interroger sur la place d'autres typologies d'habitat et de formation humaine. Et donc, on s'interrogeait en fait sur la manière dont les mots urbain, ville, métropole avaient du sens pour vous vis-à-vis notamment de cette modernité et des prospections futures sur lesquelles vous travaillez. C'est un sujet sur lequel je travaille particulièrement en ce moment parce que je suis en train de réfléchir à cette question de comment la modernité, c'est finalement un lissage de l'espace et du temps. C'est une réduction du temps par les infrastructures, d'une certaine manière, de l'eau, de l'énergie, à tout moment, partout,
de manière égale, d'une certaine manière. Alors, Sabine pourra contredire en disant qu'il y a plein de défauts à ces infrastructures, mais en attendant, c'était le projet de pouvoir lisser l'espace et le temps. Il y a eu beaucoup de travaux, et parmi ceux de François Hartog que vous avez écouté l'autre jour, qui parle de ce régime présentiste de la modernité. Et je pense que la question écologique, notamment quand il s'agit de la ville, déconstruit cette question de l'espace et du temps, amène à les repenser d'une certaine manière. Alors, si vous prenez les travaux d'un sociologue que peut-être vous connaissez, par exemple Alain Touraine, ou alors Ulrich Beck un peu plus tard, ils ont parlé de première modernité, de seconde modernité. La seconde modernité, c'était la modernité du risque, celle qu'encouraient finalement nos réseaux, nos infrastructures, nos vies également. Et je pense qu'on est en train de passer un tournant qu'accompagne cette question de l'écologie. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes d'espace et de temps pour la ville ? Je pense qu'on ne va plus se retrouver face à des infrastructures qui ne soient pas mises à mal, notamment par le vivant. Alors là, vous avez parlé, Frédéric Bertrand, tout à l'heure, du cycle que nous organisons au Centre des politiques de la Terre. C'est un cycle sur les infrastructures qui sont débordées par le vivant, qui sont mises à mal par le vivant, et notamment par le vivant bouleversé lui-même par le changement climatique. Donc ça va compromettre une certaine lecture de l'espace et du temps qui était le nôtre jusqu'ici, y compris dans l'architecture et dans l'urbanisme, et nous obliger à repenser cette question du lieu dont vous parliez, Roberta, tout à l'heure, non plus comme tous les lieux étant reliés dans un espace qui permettrait d'aller d'un lieu à l'autre d'une certaine manière égale, mais en tout cas fragmenter cet espace au point de ne plus avoir les conditions requises dans tous les lieux. Et ça remet en question également l'habitabilité sur laquelle nous travaillons. C'est aussi une remise en question d'une habitabilité partout possible, et ça va fragmenter cette capacité que nous avons à habiter différents territoires. Alors, par rapport à la ville et la métropole, c'est vrai qu'on travaille en ce moment, et puis après j'arrêterai là, en particulier avec la ville de Paris, sur les régimes d'habitabilité en fonction des groupes sociaux. Parce que tous ces groupes sociaux n'ont pas affaire à la même ville en fonction de leur richesse, de leur temps de travail, de leur temps de transport, et donc développent des régimes d'habitabilité qu'on peut dire efficaces, qu'on peut dire contraints, qu'on peut dire... et donc on a fait des grosses enquêtes qui nous permettent de distinguer ces régimes d'habitabilité dont on espère, et ça c'est une proposition qui sera faite plus tard à Sabine, mesurer le poids en termes de métabolisme urbain. En perspective. Bien, pour rebondir un peu sur ce que disait Nathalie, c'est vrai que donc moi, si je rentre par le prisme du métabolisme, du régime socio-écologique, etc., ce qu'on peut dire, c'est que les révolutions industrielles, en fait, elles ont fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut où on veut. Si je force un peu le trait. Et qu'en particulier, il y a une chose qui est pourtant fondamentale dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement et qui percole dans l'architecture, que finalement, ce qu'on fait des sols n'a pas d'importance particulière, tout simplement parce qu'on s'est libéré de la contrainte des sols énergétiques avec les combustibles fossiles et qu'on a augmenté de façon considérable les rendements agricoles grâce à la révolution des engrais et à toute la révolution agricole. Et ça, l'effet de ça, c'est que l'affectation des sols, qui était vraiment un sujet de réflexion sous l'Ancien Régime, on trouve beaucoup de textes qui s'interrogent sur cet arbitrage entre le bois, donc la forêt, et le grain, enfin, donc l'agriculture, avec une interrogation additionnelle sur l'avoine, enfin les transports, donc l'avoine à proximité des villes. Tout ça, ça tombe avec l'industrialisation de l'agriculture. À ça s'ajoute le fait qu'avec la révolution des transports, on libère toutes les contraintes de distance, que ce soit à l'échelle de l'étalement urbain ou à l'échelle des échanges. Et donc, on a cette espèce de... tous ces degrés de liberté immenses dans tous les sens qui sont... et qui aujourd'hui se retournent bien sûr contre nous et renvoient à cette question de l'habitabilité, du fait que non, on ne peut peut-être pas faire tout ce qu'on veut où on veut. Et ça a été renforcé effectivement par les infrastructures qui, en gros, font que nous vivons dans un luxe inouï. Enfin, quand je dis nous, je
parle pour moi, mais enfin peut-être pour vous aussi, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le monde sur la planète, hein. Mais en tout cas dans les villes du Nord et pour une grande partie de la population, dans un luxe énergétique, un luxe hydrique complètement, enfin qui en fait est complètement délirant. L'idée du service universel, on peut avoir toute l'eau qu'on veut, tant qu'on veut, à tout moment. C'est des choses qui nous paraissent, qu'on a complètement naturalisées et qui en fait ne sont pas du tout naturelles. Donc il y a cette réflexion, moi je pense extrêmement importante, qui pourrait justement contrebalancer ça sur vraiment, bon, qui est vraiment une question d'urbanisme de base sur l'affectation des sols, mais une forme de renouvellement de ce questionnement, hein. L'idée c'est pas de dire que le zonage c'est super chouette, mais que ce qu'on fait du sol et ce qu'on fait quelque part, ça a un sens ou ça n'a pas de sens. Après, pour ce qui concerne la question de urbain, ville, agglomération, métropole, etc., ben, c'est vrai que, alors, il y a un mouvement très critique qui se développe depuis quelques années sur voilà, la condamnation de la ville, les métropoles barbares, etc., etc. Bon, enfin moi, je pense pas que les métropoles sont barbares plus que tout un tas d'autres choses barbares. Cela dit, si le projet de métropolisation, comme projet politique et comme finalement traduction dans l'espace d'un projet capitaliste, si c'est ça la métropolisation, là on peut se poser des questions. Ce que je veux dire par là, c'est que tout dépend le sens qu'on donne au mot métropole et au processus de métropolisation. Mais le processus de métropolisation tel qu'il a été, enfin pas en quelque sorte, tel qu'il est encouragé, même s'il y a quelques petits bémols maintenant, dans la grande compétition internationale entre les villes, bah, lui, il mérite une critique très importante. Et il renvoie aussi à ce que disait Nathalie sur les questions d'inégalité, etc. etc. Voilà, après, encore une fois, ça n'est pas une condamnation du fait urbain en tant que tel, ça n'aurait aucun sens. Et c'est là où, effectivement, si je reviens au métabolisme, moi je m'éloigne bien sûr des métabolistes des années 60-70 qui qualifiaient la ville de parasite, de cancer, enfin, avec des termes absolument très très durs, et qui finalement amenaient à une espèce d'impasse dans la réflexion et dans la recherche, puisqu'une fois qu'on a dit que la ville est un parasite ou un cancer, on dit il faut plus de ville, quoi. Et là, ça renvoie à la question de l'habitabilité, après je vais m'arrêter de parler, mais qui est que si on fait un exercice de pensée, le contraire de l'urbain, ça serait la répartition homogène de la population à la surface de la planète. Et ça serait, bon, déjà, ce serait pas trop sympa parce qu'on pourrait plus trop se parler, mais c'est surtout qu'il y a un petit problème, l'espace n'est pas isotrope. La qualité des milieux, elle n'est pas partout la même. Donc on ne peut donc pas faire tout ce qu'on veut où on veut. Et donc cette idée selon laquelle, qui a été aussi présentée dans les discussions sur la città diffusa, qui était de dire finalement cette espèce d'étalement, d'éparpillement, il fonctionne très bien. Elle est assez difficile à tenir quand on réfléchit à l'inscription des sociétés dans la biosphère. Bon, d'autant plus que dans la città diffusa, tous ces gens qui étaient dispersés, ils allaient prendre l'avion pour causer avec les Chinois. Donc il y avait un petit bug, mais voilà. Merci, très stimulant. Toutes ces réactions, tout ce que tu disais, Sabine, ça me faisait penser à un géographe, là, Jean Brune, qui avait fait une comparaison de différents extraits de cartes d'état-major où on voyait bien qu'il y avait des formes diffuses, mais c'était loin d'être la totalité de ce qu'on pouvait couvrir en France. C'est très, très intéressant. Alors, en plus, merci parce que ça nous permet de passer à la seconde question qui rejoint toujours cette exposition de Giancarlo De Carlo, c'est sur les approches multiscalaires. L'expo, elle rend compte de la nécessité d'approches multiscalaires pour penser la question de l'habité. Il est essentiel de le rappeler, et particulièrement dans une école d'architecture où on n'est pas forcément toujours habitué, où on ne reconnaît pas forcément toujours cette nécessité d'approche multiscalaire, et Giancarlo l'a bien fait, quoi. Donc, encore une fois, Roberta, excuse-moi, revenons à la plume de Roberta. Pour qui, j'ouvre les guillemets, les notions d'habité et de territoire représentent les clés de lecture structurantes de l'approche multiscalaire de Giancarlo De Carlo. La notion d'habiter se confronte à un contexte et crée
les conditions pour définir un lieu pour qu'il soit approprié par ceux qui l'habitent. Le territoire représente l'organisation physique de l'espace à travers lequel s'effectue une mise en tension des aspirations culturelles, sociales et politiques de chacun au sein de la collectivité. Vos recherches à toutes les deux témoignent, avec des objets et des méthodes qui peuvent être différentes, de la nécessité de cette approche multiscalaire. Et je laisse Clarisse rebondir sur une autre de vos approches. Eh bien, d'accord. Premièrement, nous aimerions donc comprendre comment vous travaillez à ces plusieurs échelles. Enfin, personnellement, en tant qu'étudiante, je vois le travail complet. J'aurais un petit peu du mal à me projeter. Ok, on s'attaque à ce niveau-là ou à celui-ci. Et je me pose notamment la question de quelles considérations et outils de la profession de géographe, donc pour vous, Nathalie Blanc, pourraient enrichir nos pratiques d'architecture et d'habitants. Alors, je vais donner 2 exemples de travaux multiscalaires. Le premier, c'est celui qu'on avait fait dans le cadre de Civic Act. Donc, on a travaillé sur la manière dont les mobilisations sur différents territoires se saisissaient de la question écologique. On avait décidé que ces territoires, il fallait qu'ils soient eux-mêmes inégaux d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à l'échelle du territoire métropolitain parisien, on a échantillonné des territoires différents, certains très riches, d'autres très pauvres, et on a essayé de voir comment les associations répondaient à ces contraintes à plusieurs échelles. Quel réseau elles dessinaient, c'est-à-dire qu'on a zoomé, dézoomé, zoomé, dézoomé, allant jusqu'à des entretiens avec les associations pour voir comment elles prenaient en charge localement les habitants, les associations, leurs besoins, et puis on dézoomait et on essayait de voir quel réseau ça dessinait, à la fois d'associations, c'est-à-dire à quelles échelles ces associations opéraient, mais aussi quel réseau de territoires inégalitaires. Par exemple, comment Aubervilliers pouvait travailler avec le 18e arrondissement ou avec une autre commune, ou comment Clamart, qui est une commune riche, travaillait avec la région, et comment les associations étaient obligées de dézoomer, c'est-à-dire de travailler à l'échelle de la région, parce que la commune de Clamart n'était pas intéressée à faire un travail d'écologie sociale sur leur territoire. Donc ça, c'est un mouvement absolument constant de zoomer, dézoomer. Alors, il y a un théoricien qui est connu de mes collègues économistes, mais beaucoup moins connu de la pensée architecturale, qui travaille sur la question du réalisme critique. Il a développé toute une note méthodologique en disant, globalement, on ne peut jamais vraiment appréhender le réel, on ne sait pas, on le construit. En revanche, on peut multiplier les focales, c'est-à-dire essayer de construire l'objet qu'on étudie en l'appréhendant de multiples façons à différentes échelles. Et là, on a un objet prismatique d'une certaine manière, ce qui nous permet d'avoir une image plus riche de l'objet d'étude qu'on construit. Donc ça, c'est une première réflexion. Et je la croiserai avec une autre réflexion qui est celle qui m'a accompagnée depuis ma thèse. C'est celle issue de La face de la Terre, qui est un travail de géographes, de 2 géographes, un couple de géographes qui s'appelait Philippe et Geneviève Pinchemel. Et le travail en question s'appelait La face de la Terre. Et à l'époque, ils avaient essayé de... Parce que vous savez, il y a une division entre la géographie physique et la géographie humaine qui correspond d'une certaine manière à l'idée que la géographie humaine doit devenir plus scientifique, mais aussi la géographie physique. Donc la géographie humaine s'est spécialisée sur des études spatiales. Elle a oublié l'environnement, ce faisant. C'est toutes les approches à partir des années 60 jusqu'aux années 90, ou 80, disons plutôt. Et la géographie physique s'est décalée complètement de son côté en se rapprochant des sciences de la Terre notamment, ou des sciences du vivant. Ce que font Geneviève et Philippe Pinchemel, c'est de dire la face de la Terre, il faut réconcilier géographie physique et géographie humaine, et il faut avoir une pensée à la fois horizontale et une pensée verticale. Donc, en matière d'échelle, il ne s'agit pas juste d'habiter un territoire au sens du sol ou de la surface ou de l'espace, qui est conçu comme une géométrie en termes de distance, d'une certaine manière, mais il faut habiter les échelles, y compris le sol, le sous-sol,
l'air, l'atmosphère au-dessus, et donc avoir une pensée à la fois horizontale et verticale. Donc c'est pour ça, quand tout à l'heure Roberta a parlé de lumière en disant que les géographes, ou c'est peut-être pas toi, hein, voilà, c'est peut-être Étienne, en disant que les géographes ne se mêlaient pas de lumière, c'est ne pas se mêler de l'air, de l'atmosphère, du climat, c'est... Bon, vous vous débrouillez après, mais c'est impossible. Il y a beaucoup de géographes qui travaillent sur le climat, en microclimatologie notamment, et en particulier en milieu urbain. Donc c'est quelque chose qui est très, très, très important, y compris pour les géographes. Alors la question au centre des politiques de la Terre, c'est ça, c'est comment on peut travailler un objet ensemble. Alors là, on va travailler, par exemple, on est en train de lancer un projet sur l'habitabilité des campus universitaires, hein, en essayant de travailler du micro-organisme, ce qui se trouve dans les sols, jusqu'à la manière, les dynamiques d'engagement des étudiants et du personnel enseignant, y compris la biodiversité en termes de connectivité végétalisée à l'échelle d'une métropole. Donc on essaye comme ça de ne plus aborder un objet strictement de manière disciplinaire, mais de l'aborder comme un prisme à facettes où, d'une certaine manière, chacun vient avec ses compétences sur une problématique qui a une visée appliquée, hein, parce qu'il s'agit de réfléchir avec les étudiants, la communauté, à l'habitabilité de ces territoires universitaires au futur. Et si vous allez, on va travailler avec l'Université de Milan et de Lausanne et d'autres au Japon et en Corée, il y a déjà des dynamiques qui sont très engagées sur ces campus vivants. Parce que travailler le vivant, je vais m'arrêter après, mais ce n'est pas de travailler à une seule échelle. Il y a ce travail remarquable de l'écologue qui s'appelle Rob Dunn. Je crois que son ouvrage qui s'appelle « Jamais seul à la maison » ou « Never Home Alone », et il parle d'une gigantesque enquête sur les communautés bactériennes dans les pommeaux de douche, en essayant de voir de quelle manière les politiques d'assainissement de l'eau ont permis à certaines communautés bactériennes d'habiter en Europe, dans les pommeaux de douche européens, à la différence des pommeaux de douche états-uniens. Donc, et là, ça a été une grande enquête participative où ils ont demandé à des milliers de personnes de faire des prélèvements dans leurs pommeaux de douche et de voir, de telle façon à essayer de voir les espèces de bactéries qui habitaient ces pommeaux de douche. Donc là, vous voyez qu'habiter, c'est aussi regarder au-dessus de sa tête et de se demander qui habite quand je me douche, et qui éventuellement peut avoir des effets en termes de santé, en termes de vie dans l'appartement. C'est dur de prendre le relais là. Bon, alors je ne vais pas parler de pommeaux de douche. Oui, je sais, Nathalie. Je sais que tu adores cette histoire de pommeaux de douche. Mais non, mais depuis que tu m'en as parlé, en plus, je m'interroge à chaque fois que je vois mon pommeau de douche. Je me dis, qui habite ici? Oui, alors pour revenir à cette question des échelles, c'est vrai que en ce qui me concerne, dans les travaux que je conduis, je ne descends pas aussi, descendre ou monter, on ne sait pas trop dans les échelles, hein, mais bon bref, je ne vais pas jusqu'au pommeau de douche, on va dire. Alors si, on peut dire qu'il y a... Enfin bon, j'arrête avec les pommeaux de douche. Et je reviens à ce que je voulais dire. C'est vrai que moi, ce qui me paraît extrêmement important quand on travaille... Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la matérialité urbaine, de la matérialité de nos vies, etc. etc. Et quand on s'intéresse à cette question, on est amené très rapidement à avoir des approches multiscalaires. Et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que si on regarde un peu les travaux qui ont été conduits sur l'environnement urbain depuis quelques dizaines d'années, on voit qu'il y a d'abord eu une très grosse focalisation sur la pollution, quoi, tout ce qui sort. Et moi, je faisais pareil, hein, l'histoire de l'assainissement, l'histoire des déchets. Enfin, quand j'ai fait l'histoire des déchets, je commençais déjà un peu à m'intéresser à ce qui rentre, mais c'était vraiment quand même plutôt les trucs qui sortent, quoi, et qui sont pas bien. Et puis après, on en est arrivé à se dire, ouais, mais quand même, toute cette pollution, ça vient de ce qui a été consommé, donc il y a ce qui rentre. Bon, donc on a un peu enrichi l'approche avec cette dimension du métabolisme. Et puis, il y a eu un moment où la question s'est posée de, oui, mais d'où ça vient? Alors déjà, là, quand on pose la question d'où ça vient, on ouvre une boîte de Pandore, hein, parce que ça vient d'un peu partout.
Et c'est comme ça qu'on a beaucoup travaillé avec les collègues du Pirensen sur ce qu'on avait appelé les empreintes environnementales, pour ne pas les appeler écologiques, pour essayer de comprendre, ben voilà, c'est quoi les aires d'approvisionnement par exemple, de l'agglomération parisienne, en nourriture, en énergie, en matériaux de construction, etc. Et puis on peut ensuite passer encore à une étape supérieure qui est de se dire, oui, et du coup, en termes d'impact matériel, où sont les impacts matériels de la ville? Et en fait, quand on fait de la quantification métabolique, hein, c'est pas super fun, mais bon, de temps en temps, il faut le faire, ben, on se rend compte du fait que, par exemple, l'impact matériel de la région Île-de-France, en termes de quantité de matières qui sont consommées, il est plus important à l'extérieur de ses limites qu'à l'intérieur de ses limites. Donc ça veut dire que ça amène vraiment à se poser une question qui est où commence et où finit la ville. Alors bien sûr, elle a déjà été posée par plein de gens et elle renvoie pour certains à la question de l'urbain généralisé, etc., etc. Mais un champ de blé, c'est toujours un champ de blé quand même, et c'est un peu différent de l'urbain, même si c'est les urbains qui mangent le blé. Mais en tout cas, s'interroger sur ces relations qui existent entre les villes et tout un tas de lieux qui les approvisionnent ou qui reçoivent leur rejet, ben, ça me paraît tout à fait fondamental. Et à l'échelle du projet architectural, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire que ça pose un peu la question de c'est quoi les limites du projet? Est-ce que les limites du projet, c'est la parcelle qui est concernée par le projet? Ou bien est-ce que c'est aussi l'endroit d'où viennent les cailloux qui sont utilisés, les briques et la terre qui a fait les briques, etc., etc. Et on peut dire, oui, c'est vertigineux, ça n'a pas de fin, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça qu'on pourrait raisonner. Et on voit bien qu'il y a des réflexions similaires sur les organismes. La question de qu'est-ce que la limite d'un organisme, elle est de plus en plus posée aujourd'hui. Et on voit bien que si on part du côté des organismes, en fait, la médecine qui était une médecine complètement environnementale au XVIIIe siècle et encore pendant une partie du XIXe siècle, est devenue une médecine du milieu intérieur, notamment avec les travaux de Claude Bernard, mais qui a fait qu'on a vraiment strictement, enfin pour tout un tas de raisons que je ne connais pas non plus parce que je ne suis pas experte de ces questions, mais je pense que cette idée de séparation du milieu intérieur et du milieu extérieur, en fait, elle s'est un peu diffusée, on la voit partout. Et d'ailleurs, moi je me souviens que quand j'ai commencé à travailler sur le métabolisme et ces trucs-là, ben, j'avais un point de vue complètement urbano-centré, c'est-à-dire que je pensais qu'il y avait de toute façon que la ville d'intéressant à étudier voilà. Et puis que bon, voilà, il n'y avait pas à s'intéresser à ce qui se passait ailleurs. Et c'est vraiment parce que j'ai travaillé avec des collègues qui s'intéressaient, eux, au monde rural, au monde agricole, etc., et qui me disaient, mais ton truc, enfin, regarde ailleurs, quoi. Et que je me suis dit, en fait, ils ont raison, il faut regarder ailleurs. Mais c'est vrai que dans la recherche urbaine, il y a vraiment un très fort urbano-centrage, alors qui se délite un peu avec les travaux sur le périurbain, mais périurbain est toujours défini avec urbain dedans, donc renvoie toujours à l'urbain, et qui fait qu'on passe un peu à côté de toutes ces excroissances urbaines, etc., etc. Et par exemple, pour revenir au projet urbain ou d'infrastructure ou que sais-je encore, par exemple, on pourrait très bien se demander ce que vont devenir les terres excavées des projets qu'on fait. Or, ce n'est pas un sujet, ça, on s'en fiche. Il n'y a aucun moment où on a dit, là, ce n'est pas un projet vraiment architectural, on ne va pas faire le Grand Paris Express parce que ça fait trop de terres excavées et qu'on ne saura pas où les mettre. On a juste dit, on va faire le Grand Paris Express et puis on trouvera bien une solution pour les terres excavées. Et ça veut dire que cette question de l'externalité, en fait, des externalités du projet, elle est absolument pas, ou elle est très peu prise en compte. Alors, il y a de plus en plus j'ai l'impression, moi, de gens, que ce soit des architectes, des urbanistes, qui s'intéressent à ces questions. Moi, je me souviens d'un projet absolument fabuleux que j'avais pu connaître grâce à Béatrice, qui a été fait dans cette école, d'un groupe d'étudiants qui avaient travaillé sur la construction bois. Et ce qu'ils avaient fait, mais vraiment, ça m'avait scotché, c'est que, je dis pas ça pour flatter l'école de Belleville, hein. Je suis sûre qu'elle a plein de défauts, mais il n'empêche que...
ce qui m'avait scotché, c'est qu'ils étaient, pour réfléchir à la construction bois, au lieu de partir d'un projet architectural, ils étaient partis de la forêt. Ils avaient commencé par se cultiver sur la forêt francilienne, par réfléchir déjà à comment fonctionnait cette forêt aujourd'hui, quel était le marché du bois, et à réfléchir à comment est-ce qu'ils pourraient mettre en place une filière qui pourrait, in fine, servir à de la construction bois, mais qui partirait de la forêt. Et cette filière qui devait être durable, etc., qu'est-ce qu'elle nécessitait en termes de tout un tas de petites infrastructures, mais plutôt des infrastructures low-tech. Et j'avais trouvé que cette approche, elle était géniale, quoi, parce qu'ils avaient complètement renversé la façon de penser, de réfléchir. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus depuis, mais s'ils ont continué, tant mieux. Et voilà, et donc ça, pour moi, c'est une façon d'envisager les choses qui est pas... Je pense que, après, je vais arrêter de parler aussi, mais en plus, c'est pas très clair ce que je dis, mais je pense qu'il n'y a pas que la question du multiscalaire, il y a aussi la question des relations entre les lieux. Qui dépasse dans cette approche, par exemple, de la filière bois, finalement, la question n'était pas de passer de l'échelle du projet à l'échelle de l'Île-de-France avec ses forêts. La question était de passer d'une idée de tiens, si on faisait de la construction bois, à quelle relation faut-il créer entre la forêt et le projet architectural pour que cette construction advienne. Et ça, on le voit beaucoup aussi quand on travaille sur le métabolisme, quand on essaye de réfléchir à ce qui pourrait être un métabolisme moins dommageable à la biosphère ou à nous, d'ailleurs, au passage, on en arrive toujours à des questions de relations entre des territoires, entre des ressources et des consommations, etc., qui n'est pas contenue dans la question multiscalaire. Oui, ça fait vraiment plaisir d'entendre parler de ce PFE. Moi, j'ai vu les aboutissements, je n'ai pas du tout participé, mais dont on connaissait. Enfin, là, on se regardait tous les trois avec des grands sourires parce qu'on en connaît quelques-uns, quoi. Et j'espère que Adel Mohabidi, entre autres, va très bien. Et lui, il n'est pas architecte, il est menuisier maintenant, et il est installé. Et voilà, il y en a un autre qui est charpentier, et puis la troisième. Ouais. Et c'était vraiment des très très belles personnes. Et en plus, là où ils sont intéressants, c'est qu'ils ont fait un pas de côté par rapport à, en gros, ce que c'est que la profession d'architecte, si on peut dire ça comme ça, quoi. Donc, bon, Adèle s'est rapproché de son sujet de mémoire, qui était le Mzab et la disparition de l'eau avec l'arrivée du robinet, par exemple, qui était un truc très cruel, mais très intéressant. Et il se rapproche de la Méditerranée avec Marseille, quoi, non? Donc, très, 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 très intéressant. Merci pour tout ça. Moi, en vous écoutant, je pensais à un beau roman, là, je cite souvent avec les étudiants et d'autres collègues, qui est À rebours de Huysmans, qui est quand même un monde de l'intérieur complet, quoi, entièrement. Le seul moment où il sort, c'est pour aller à Londres, et puis après, il rentre chez lui. C'était très étonnant, quoi. Voilà, alors en plus, tout ça, c'est parfait. Alors, Sabine, tu as essayé de nous faire sauter une case, mais on ne va pas le faire tout de suite sur les interrelations. L'autre point qu'on voulait absolument aborder, là, tous les trois avec vous deux, c'est la question des récits et des prospectives, des mots qui peuvent être un peu chargés. Vous êtes chargé vous-même d'ailleurs de prendre un recul critique par rapport à ça. Nathalie Blanc, là, dans un entretien pour la revue Relief, vous dites, je cite, « Nous sommes aujourd'hui extrêmement limités dans nos désirs de transformation socio-écologique, notamment par des verrouillages socio-techniques et des politiques économiques fondées sur un capitalisme financier empêchant les alternatives en termes de mode d'habiter. L'enjeu de la redirection des activités humaines impactant les cycles bio-géo-physico-chimiques est contraire à l'idée de croissance qui imprègne nos cultures économiques. » Dans un autre entretien pour la revue Urbanisme, vous plaidez, je cite à nouveau, pour la formation d'alternatives concrètes et joyeuses qui s'explorent par l'écriture. Il s'agit de pluritopie qui ne sont ni des utopies et ni des dystopies. Et donc en lisant ça, moi j'ai immédiatement pensé à une autre histoire, qui est un autre scénario, qui est les deux scénarios agroalimentaires et urbains sobres pour le bassin de la Seine en 2050, qui a été coordonné par Sabine Barle, Xavier Pou et Josette Garnier dans le cadre du Pyrénées Seine en 2024. C'est un travail qui est passionnant
et qui est parfaitement exposé au regard de la place des scénarios dans le débat prospectif, mais aussi au regard des méthodes, des visions politiques qui les sous-tendent ou qui peuvent les accompagner, des ressources et des systèmes agraires. Vous avez toutes les deux un horizon commun qui est peut-être pas suffisamment partagé dans le monde de l'architecture, c'est de rester dans les limites planétaires via la sobriété. Et ça, j'aimerais bien qu'on puisse aborder ça, et je passe la parole à Colin pour aller un peu plus loin sur le sujet. Parce que par rapport à ces récits qu'on peut se retrouver à étudier et en regardant les champs multidisciplinaires dans lesquels dans lesquels vous intégrez toutes les deux, en fait, nous, forcément, à l'école, on s'interroge sur la place des architectes dans ces récits, dans la manière dont on pourrait aussi s'en emparer en entrant dans ces transdisciplinarités dans lesquelles vous travaillez. Et en fait, on s'interrogeait sur la place qui est parfois assez difficile à trouver des architectes dans les interlocuteurs et les personnes avec qui vous travaillez. Et en fait, on s'interrogeait sur cette place-là, étant donné, je pense, tous ces thèmes qui vont intéresser notamment, je pense, dans une école d'architecture, mais aussi les praticiens et praticiennes qui s'intéressent à toutes ces questions. En fait, j'ai pas très bien compris quelle était la question, si je suis tout à fait honnête. En fait, en travaillant sur la question des récits, il y a plusieurs choses. Au démarrage, c'était l'idée de se dire on peut se raconter les histoires autrement. Et on peut se raconter les histoires autrement, ça a donné lieu à 2 programmes avec des artistes, notamment sur le territoire de Saint-Denis, où on a animé des ateliers sur les récits. Alors on l'avait fait aussi à la COP 15 sur les berges de Seine, on avait fait une art COP qui a donné lieu à une retranscription à la Gaîté Lyrique d'ailleurs, et on demandait à des gens, on prenait des extraits du GIEC, du rapport du GIEC, on avait fait un petit stand avec mon collègue qui est poète, par ailleurs, on avait mis des extraits du GIEC et puis on invitait le chaland, le passant, à venir s'emparer de ces fragments de manière poétique, avec toute licence poétique. Et ça a eu beaucoup de succès. Les gens venaient lire le fragment du GIEC et inventaient une poésie à partir de ce fragment. Et ça a donné lieu... Alors, on était très surpris au départ, parce qu'effectivement, il n'y a rien de plus rébarbatif, semble-t-il, qu'un fragment du GIEC. Et on avait peur que ça bloque, finalement, l'imagination, la poésie, etc. Et pas du tout. Ça a été une surprise. Donc ça a été des ateliers qu'on a renouvelés à plein d'endroits. Autour de l'alimentation, autour des sols aussi, dans le cadre d'une exposition qu'on a fait au domaine de Chamarande qui s'appelait Sol Fiction, où on a exploré beaucoup cette idée qu'on pouvait se raconter ces choses-là autrement. Alors, par exemple, sur les sols, on est beaucoup parti des textes de Charles Darwin sur les vers de terre, qui sont ses derniers écrits et qui sont tout à fait remarquables. Donc ça, c'est la dimension, comment, en partant d'un récit scientifique, peut-on se l'approprier et lui donner une forme subjective, c'est-à-dire dire je suis le ver de terre qui fait cette chose-là, et en se réappropriant finalement le ver de terre, en ne le désignant plus comme un objet d'étude scientifique, mais en étant ce ver de terre, eh bien, on voit le tracé dans la terre de manière totalement différente, on voit la lumière de façon assez différente. Donc, cette expérience de pensée qui consiste à déplacer le sujet du récit est très important, à mon avis, pour essayer de construire des alternatives. Donc ça, c'était vraiment quelque chose, là j'envisageais de faire d'autres ateliers d'écriture à la ferme de Kermini, qui est une ferme d'art et d'agroécologie, près de Quimper, et l'idée c'est vraiment de laisser se déployer les modalités finalement de mise en récit de cette question des alternatives. Une autre possibilité qui avait été très explorée, c'est-à-dire que le récit, d'une certaine manière, quand nous on travaille en enquête auprès des habitants, et on l'a fait, alors toujours sur le territoire de Saint-Denis, on avait exploré les récits, on a appelé ça l'ouvrage qui en est sorti, les récits recettes. On avait exploré la manière dont les personnes sur le territoire pouvaient réinventer le terroir alimentaire, le terroir donc de Saint-Denis.
Et on leur demandait, on a fait plein d'enquêtes, et on demandait à ces personnes qui venaient de vraiment différents endroits du monde, puisqu'il y a beaucoup de migrants sur ce territoire, quelle était leur première recette, leur recette de maintenant et leur recette qu'ils aimeraient bien faire s'ils arrivaient à planter ces légumes et ces fruits dans cette ferme urbaine de Saint-Denis. Et ça a donné lieu à un très bel ouvrage. On a fait un gros banquet autour des recettes, et tout ça parce que ça mettait en exergue à quel point la recette, l'art de faire de la nourriture, est aussi un récit. C'est aussi une manière de se souvenir d'un territoire où on a été, dans lequel étaient plantées certaines choses, avec lequel on a appris à faire et à nourrir d'autres, et à quel point ça peut être difficile sur certains territoires, par exemple celui de Saint-Denis, où on n'a pas toujours accès à des ressources alimentaires qui nous permettent de le faire, et à quel point la nourriture est aussi une façon de se raconter des histoires ensemble. Donc ça, c'est la question du récit comme, à mon sens, émancipateur. Et là, ça rejoint l'exposition que tu commentais, c'est-à-dire que là où il dit l'architecture, c'est aussi un récit, et c'est aussi un récit d'émancipation. Et quand on travaille des formes, on travaille aussi un narratif qui permet de penser cette émancipation. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose de très fort par rapport au récit. Alors, on n'a pas travaillé en prospective comme Sabine et tout le groupe d'étudiants, mais je tiens beaucoup à cette question des récits au travers, y compris de la manière dont les gens ont de se raconter leur habité ou et l'habitabilité de leur territoire. Et on voit comment ils mettent ensemble des distances, des temporalités, de la lumière, de la biocope qui est à côté, la manière de prendre son cycle, et puis il le lie à des questions politiques, voire d'adversaires politiques. Donc ça aussi, c'est un récit, et ces récits-là, on le voit sur les réseaux sociaux en ce moment, à quel point ils sont à la fois construits de toutes pièces, c'est-à-dire que même les experts, ce qu'on voit quand on fait cette grosse enquête, on a fait une centaine d'entretiens auprès des classes aisées à Paris, et on voit que même des gens qui sont ingénieurs et qui travaillent dans différents domaines, hein, pas forcément celui du climat, n'auront pas recours à leur expertise pour s'inventer un récit qui justifie la manière dont ils voient leur mode d'habiter. C'est-à-dire qu'ils diront, ben moi j'ai besoin de 1, 2, 3, 4 voitures, il y en a certains, et ils donneront toutes sortes de raisons, même si ça paraît très irrationnel du point de vue de ce qu'ils peuvent avoir comme expertise. Donc cette question du récit, c'est aussi de la fabulation, ce que je veux dire par là, et qu'il y a un travail à faire sur ces questions-là. Ok, alors effectivement, nous on a travaillé d'une façon un peu peut-être plus, enfin je sais pas si c'est systématique ou quoi, et dans un autre cadre. Et effectivement, au sein du Pirensen, pendant plusieurs années, mais ça nous a pris beaucoup de temps, hein, on a réfléchi à des exercices de prospective, donc à l'échelle du bassin de la Seine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il n'y avait pas de récit. Au début, en fait, ce qu'on faisait, et d'ailleurs je joue un rôle très limité dans cette partie-là, c'était plutôt de la simulation. On disait, si on mettait tout le bassin de la Seine en polyculture, élevage biologique, et si les habitants du bassin de la Seine mangeaient moins de viande, enfin 2 fois moins de viande exactement, est-ce qu'on pourrait nourrir tous les habitants du bassin de la Seine? Mais ça nécessite pas, enfin on peut le faire sans récit. Et donc c'est de la modélisation, bon, on a dû chercher des informations sur les régimes alimentaires, les trucs, les machins. Puis après, les biogéochimistes, donc Gilles Billen, Josette Garnier, ils ont des super modèles qui font... Et puis on dit, et le résultat c'est que oui, ça marche. Et après, une fois qu'on a établi oui, ça marche physiquement, la question c'était, oui, mais pour que ça marche physiquement, il faut quand même changer beaucoup de choses, parce que si on met le bassin de la Seine en polyculture, élevage biologique, et que les gens mangent 2 fois moins de viande, c'est qu'il s'est passé des trucs, quoi. Ça ne peut pas juste se faire comme ça. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi ensuite en se disant, bon voilà, qu'est-ce qui devrait changer pour que ça arrive à ça? Et puis l'autre chose qu'on s'est dite, c'est... Enfin là, c'est plus moi qui ai un peu interpellé mes collègues qui étaient plutôt intéressés par le côté agri-alimentaire, c'est que si l'agriculture change, la ville change. On ne peut pas imaginer qu'il y ait une transformation majeure du système agri-alimentaire
et que les modèles urbains soient constants en quelque sorte. Ça semble un peu aberrant, et donc d'où l'idée de se dire il faut avoir une réflexion plus territoriale sur ces transformations. Et on est assez vite arrivé à la conclusion, donc comme beaucoup de scénarios, on réfléchissait à 2050, on est assez vite arrivé à la conclusion que tout ça s'était accompagné de changements politiques importants et qu'il fallait arriver à trouver une trajectoire qui conduisait à nos situations et à inventer un monde qui fonctionne dans ces conditions-là. Et donc ça nous a amené au premier scénario qui était le scénario éco-socialiste. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au sein de notre groupe, dans notre groupe, c'était plutôt des gens de gauche, on va dire, pour simplifier, mais avec des sensibilités différentes. Et au sein de notre groupe, il y a des personnes qui ont des envies encore plus alternatives que ça, d'une part. Et d'autre part, il se trouve qu'on observe bien dans la société qu'il y a des groupes, des collectifs qui veulent aller plus loin que l'écosocialisme. Et qui sont des collectifs que Nathalie a analysés pour une partie d'entre eux. Et ça a conduit à faire donc un deuxième scénario encore plus radical, si je puis dire, puisque c'est un scénario qui est municipaliste biorégional, qui est beaucoup plus sobre que le premier, et qui a pour caractéristique d'être politiquement très très différent. Là, pour le coup, c'est fini, il n'y a plus d'État, il n'y a plus tous ces trucs-là, il n'y a plus d'argent. Il y a juste des gens qui sont en train de s'engueuler tout le temps, parce qu'il faut qu'ils décident ensemble, donc forcément c'est compliqué. Mais bon, ce qu'on est arrivé à montrer, c'est que tout ça, physiquement, ça fonctionne. Et pour ça, il faut produire des récits, parce qu'il faut arriver à incarner. On ne peut pas juste faire des diagrammes avec de l'azote qui circule. Il faut aussi... Alors, c'est pour ça qu'on a fait des récits de vie, on a fait des journées, une journée dans la vie de Rose, par exemple, ou bien on a décrit des semaines types, ou bien on a imaginé ce que les gens mangeaient, donc on a fait des repas, on a imaginé toutes ces choses-là pour incarner la chose. Et moi, j'étais un peu dubitative au début sur l'exercice de la prospective. Ça choquait un peu ma rigueur scientifique et tout, parce que des fois je suis un peu con, quoi. Et du coup, mais en fait, assez vite, je me suis prise au jeu. En plus, c'était génial de faire ça, c'est très drôle. Parce que il faut imaginer des trucs très différents. Donc voilà, il faut se forer, on s'est aussi engueulé, tout ça, machin. Et donc, je ne sais pas à quoi servent nos scénarios à la fin. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que nous, ça nous a transformés. Parce que ça nous a obligés à réfléchir vraiment hors de notre zone de confort, à dire, bon, ok, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait si on passe à une consommation d'énergie de 20 gigajoules par habitant et par an, en énergie finale, sachant qu'aujourd'hui, en France, c'est un peu plus de 80, donc 4 fois moins. Qu'est-ce que ça fait ? Ça pousse à penser à ces formes de vie, de société alternative, puis ça pousse à penser à soi-même, bien sûr. Et donc voilà, donc c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important. Après, il y a un moment où ça s'arrête. On aurait pu faire 12 000 scénarios, mais voilà, on est allé dans cette direction-là. Et après, ce qui est drôle, c'est la réception de ces scénarios. C'est-à-dire que dans un premier temps, en fait, pour tout dire, on avait 3 scénarios. Parce qu'il y a le premier scénario, celui dont on ne parle pas, c'est le scénario au fil de l'eau, ultralibéral. Et celui-là, il est tellement... voilà, ça ne marche pas, quoi. L'environnement... Même, en fait, c'était un scénario dans lequel on imaginait donc que le processus de métropolisation prenait encore plus d'ampleur, mais qu'on était quand même dans une société qui avait de la réglementation environnementale assez volontariste. C'est pas juste on fait n'importe quoi, mais ce qu'on montrait assez vite, c'est que ça suffit pas d'avoir une réglementation environnementale très volontariste si on est dans une perspective de croissance, etc., etc. Et donc au départ, on présentait le scénario donc fil de l'eau
libéral, etc., et le scénario éco-socialiste. Et la réception était... Bon, il y avait des gens qui disaient ah, c'est super, c'est marrant, c'est ceci, c'est cela, c'est bien. Puis il y a des gens qui nous disaient ouais, quand même, vous exagérez un peu là, vous allez un peu loin avec votre scénario éco-socialiste. C'est un peu rude, quoi. Que ce soit en termes de niveau de consommation ou en termes d'organisation politique. Et puis après, on a fait l'autre, mais on l'a pas fait avec une intention stratégique. Mais je devrais dire que si, comme ça donnerait l'impression qu'on était très malin. Mais on l'a juste fait par intérêt. Mais du coup, alors ce scénario municipaliste, lui, il a des, comment dire. Alors, il y a des gens pour lesquels c'est horrible, quoi. C'est vraiment le repoussoir total. Truc impossible. Bon, il y a des gens qui trouvent ça très bien, très chouette, très ceci, très cela, mais surtout l'effet que ça a eu, c'est que celui du milieu, bah, bien sûr, il est devenu bien. C'est-à-dire que non, en fait, on nous dit ah ouais, le scénario éco-socialiste, c'est quand même pas mal et tout, parce que le truc municipaliste, là, de toute façon, c'est impossible, ça n'arrivera jamais, etc., etc. Mais là, vu que le éco-socialiste, il marche physiquement, blabla. Ça lui donne plus de crédit, ça lui a donné une crédibilité qu'il n'avait pas avant. Ouais, je ne sais pas pourquoi je suis partie dans ce grand laïus. Alors les architectes dans tout ça, parce qu'il y avait une question sur les architectes. Moi, par exemple, dans ces scénarios, il y a très peu d'architecture et moi j'en étais très frustrée parce que justement, ce que je me disais, c'est qu'il y a toute une partie et il y a une chose dont on ne s'est pas occupé, c'est les matériaux de construction. Or, quand on s'intéresse au métabolisme, on sait bien que les matériaux de construction, après l'eau, c'est le principal flux. Donc, on n'est pas arrivé à... on n'avait pas dans notre équipe d'architectes et on n'a pas fait l'effort de faire venir des architectes. Mais moi, je me suis toujours dit que si on arrivait à avoir un module, en quelque sorte, architecture dans ce scénario pour explorer est-ce qu'il faut faire de l'architecture bioclimatique, par exemple, et sur le scénario municipaliste, moi, c'était l'idée que je défendais sans avoir assez de connaissances pour pouvoir la porter, en disant, en fait, ce que nous permettrait une approche bioclimatique, ça serait, au lieu de partir d'une idée de oui, on va réduire les consommations énergétiques en mettant des gros manteaux étanches aux maisons, de dire, en fait, la question n'est plus la consommation d'énergie, c'est une conséquence, c'est plus une cause. Et donc, c'est pour ça que je pense que les architectes ont beaucoup de choses à apporter dans ce type de scénario, sur en plus une question qui est liée en plus au mode de vie, etc., à ce qu'on offre comme forme d'habiter, comme dirait Nathalie peut-être, aux citadins et aux citoyens. Mais j'ai perdu le début de ma phrase. Oui, et si, ça y est, je sais. Parce que cette question des matériaux de construction, elle est sous-prise en compte, de toute façon, dans tout un tas de scénarios, dont le nôtre, de réflexion. C'est un peu un impensé de la réflexion prospective qui va essentiellement s'intéresser à l'énergie, ce qui est très bien, c'est très important, etc., mais qui est extrêmement limitant et qui va passer à côté de tout un tas de choses fondamentales comme les granulats, le béton, le truc, le machin, dont on sait qu'ils représentent des enjeux majeurs. Mais par exemple, on pourrait dire, et là je vais m'arrêter, que le projet de fin d'études dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu ça qu'il a fait en fait. C'est une forme de prospective, même si après ils en ont fait aussi un projet. Mais c'était une entrée assez prospective qui consistait à dire, ok, prenons au sérieux l'idée de faire de la construction bois. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que ça marche ? Oui, et puis de leur point de vue, ça changeait aussi le mode de production. Il y avait un vrai travail sur la bonne manière et la mauvaise manière. C'était très... Et moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est pour ça que je pensais qu'il y avait des échos là, toutes les deux. Là, c'est cette dimension. J'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, des alternatives concrètes et joyeuses. Et moi, je vous encourage toutes et tous à aller sur le site du Pirensen là, pour regarder la restitution. Et moi, j'y étais, j'ai assisté en direct live. Et Sabine était absolument en pleine forme, parce que tu disais, et dans l'autre scénario, on arrête tout et on s'y met tous, plus de travail, c'est fini, on ne rentre plus dans cette logique de monétarisation et tout. Il y avait quelque chose de très euphorisant dans la prospective et dans
le scénario, d'ailleurs, à tel point qu'il y a un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes, là, du studio de master que j'ai le plaisir d'encadrer avec ma collègue Céline Guével, qui phosphorent, là, voilà, sur ils ont les 14 fiches du Pirensen. Et là, pour le coup, pour eux, c'est pas facile. Ils ne pensaient pas que ça pouvait aller aussi loin d'une certaine manière. Oui. Je voudrais, en fait, encore une fois, c'est ma réaction par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire que ce que je disais par rapport aux ingénieurs qui sont absolument irrationnels quand il s'agit d'habiter, c'est que la question politique va être centrale à prendre en compte dans ces questions prospectives. C'est-à-dire qu'on pourra déployer les scénarios les plus rationnels, déployer les avenirs les mieux compris, et on essaye de faire ça depuis maintenant. Eh bien, en dépit de ça, l'idéologie, on va dire, à l'œuvre, va faire qu'on va aller dans des directions qu'on pourra juger totalement irrationnelles, et c'est ce qu'on voit en ce moment. Donc, comment la prospective prend-elle en compte cette question de l'irrationalité sociale? Je ne sais pas comment l'appeler, mais je pense que c'est aujourd'hui une question qu'on doit tous se poser en termes de prospective, parce que visiblement, on n'a pas réussi à être assez convaincant pour pousser les rationalités à l'œuvre, y compris dans des milieux dont on pourrait imaginer qu'ils soient tout à fait capables d'apprécier les enjeux. Si je peux compléter ce que tu dis, ça renvoie un peu à ce qu'on appelle parfois les motivations, même si c'est un peu piégeux comme terme, mais ça me fait penser à Elisabeth Lehec, là, dans sa thèse sur le compostage en pied d'immeuble. Elle, ce qu'elle montre, c'est que c'est une toute petite chose parmi des tas d'autres choses qu'elle montre, c'est qu'une des motivations des gens qui font du compost, c'est pas tellement de sauver la planète ou quoi, c'est juste de patouiller. Et ben oui, mais aucune politique publique ne se dit ah ouais, en fait les gens ils aiment bien patouiller, donc faisons-les patouiller. Pourtant Charles Fourier, lui, il avait compris cela. Parce que lui, il était pour le patouillage, puisqu'il disait les enfants s'occuperont des déchets parce qu'ils aiment bien les trucs dégoûtants. Et comme ça, on a réglé le problème de la gestion des déchets dans le phalanstère. Donc, ben voilà. Finalement, il n'avait pas raison sur tout, mais sur le patouillage, ouais. Nathalie Blanc, pour rebondir, parce que l'aspect que j'avais trouvé très intéressant quand vous abordiez le sujet, c'était aussi que le récit, aujourd'hui, tout le monde s'en emparait d'une certaine façon, et notamment les politiques, et que c'était complètement désincarné d'une certaine façon. Et sur le récit, et la semaine dernière, François Hartog abordait cette question, en disant aussi, on est de plus en plus dans le présentisme, là, dans le tweet, et dans une communication qui est indifférencié, désincarné et sans vision, en fait. Et qui est un autre moment difficile à traverser, mais comme 3 jours avant, dans le même amphi, il y avait Weizmann qui était là et qui nous montrait comment l'ère des réseaux et de la mise en commun de plein de choses pouvait aider à reconstituer l'histoire et à réécrire des actes fondamentaux à partir d'éléments de preuve très matériels. Et c'était très intéressant, en fait, ces différents moments, quoi. Mais c'est vrai que cette question du politique, y compris d'une certaine façon chez les architectes, avec le storytelling et tout, on est capable de faire, soi-disant, comme ça, faire vivre des gens sans que ça soit complètement incarné, quoi. Mais en fait, ce que tu vois en enquête, alors que ce soit auprès des classes populaires comme des classes aisées, c'est qu'on est tous face à la fois plusieurs temporalités, les temporalités très abstraites des réseaux, très multilocalisé d'une certaine manière, mais aussi le fait de descendre le compost en bas, d'aller chercher les enfants à 4 heures, notamment pour les femmes, ou d'aller, parce que c'est beaucoup les femmes qui vont s'emparer de la question du compost. Donc on est à la fois sur des durées, des temporalités, des spatialités extrêmement contraintes, très dures, et en même temps on est soumis à cette espèce d'afflux sans temporalité ou avec sa propre dynamique. Et donc, je dirais qu'on a du mal, on n'est pas juste sur un, on est sur les deux. Et on a du mal, d'une certaine manière, à réconcilier, à s'ancrer
dans un espace-temps qui allie les deux, qui permettent de penser les deux ensemble. Soit on est dans cette espèce de virtualité, et d'ailleurs les gens qui travaillent en télétravail, qui sont alors toute la journée sur l'ordinateur en lien avec des sièges sociaux ou d'autres collègues, etc., et qui après vont interrompre cette temporalité-là pour aller chercher les enfants ou pour aller faire quelque chose, ils ont affaire à toutes ces questions-là. Donc il n'y a pas simplement la virtualité aujourd'hui, il y a la virtualité croisée avec cette question de l'ancrage. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal aujourd'hui à penser, y compris dans l'architecture. Comment réconcilie-t-on les deux? Bon, alors donc ça, c'est vraiment trop bien. Ça nous permet de passer à la dernière de nos questions. On peut dire, j'espère que c'est bon, on peut continuer encore un peu comme ça. Ouais, ok. C'est sur la question des interrelations. Et donc en plus là, Sabine, tu as donné d'autres possibilités d'interrelation tout à l'heure. Donc là, on revient un peu en écho à la pensée politique de Giancarlo De Carlo, mais aussi à l'importance que vous accordez aux interrelations entre les vivants. Et je voudrais mentionner ici l'écrivain et journaliste libertaire Colin Ward, dans son ouvrage Les voleurs d'eau, les déboires marchands d'un bien commun, qui a été traduit en français en 2006, il rappelle que la corvée d'eau infligée aux pauvres incombe aux femmes, mais que l'eau canalisée, distribuée, relève du génie civil, un travail, entre guillemets, bien plus masculin. En s'appuyant donc sur les travaux de l'ONG WaterAid, il note que c'est précisément parce que dans le monde entier, les femmes sont non seulement les porteuses d'eau, mais aussi ses principales utilisatrices, que c'est leur voix qui manque. Ce que préconise l'ONG, c'est, je cite, un niveau local, donner au niveau local, donner aux femmes un bien plus grand rôle pour lancer et influencer les initiatives collectives, pour donner forme aux services dont les familles ont besoin, et enfin dans les affaires. Et il note pour conclure que le secteur de l'eau peut constituer l'un des meilleurs tremplins d'un tel changement. Et Clarisse voulait aussi rebondir et prolonger cette réflexion. Effectivement, les habitants, dans les scénarios, on va les retrouver parfois indifférenciés. Et on voulait vous poser la question de comment les femmes, les enfants ou les individus nécessitant d'autres considérations, comment ces interrelations sont intégrées dans vos réflexions. En fait, on a fait des masters sur le genre et écologie classe aisée. Donc, sur cette question des femmes, en fait, si tu vas en idéologie sur l'écologie, et notamment celle qui m'est chère, le municipalisme ou d'autres versions de ce type-là, on a l'idée d'égalité, de partage des tâches, etc. Or, ce que tu vois en enquête, c'est que ce sont essentiellement les femmes qui prennent en charge l'écologie que j'ai appelée ordinaire, c'est-à-dire cette écologie du quotidien, qui consiste aussi à s'occuper du bien-être des enfants, de leur alimentation. Donc il y a vraiment une rupture de genre qui est très frappante, y compris, alors je vous dis, des classes populaires aux classes aisées, on retrouve les mêmes ruptures de genre. Alors la seule chose qui vient un peu tempérer ça, mais je pense qu'il faudrait d'autres travaux de recherche sur ça, c'est le fait que ça tient peut-être aux couples, parce qu'on avait des couples homosexuels et en fait on retrouvait ce partage avec les hommes, l'écologie de la performance, en fait, un certain rôle, l'écologie de la performance, autour de la technicité du bâtiment, de tout ce qui est mobilité, etc. Et puis, du côté des femmes, on est plutôt sur le care, effectivement, l'écologie du quotidien, de l'ordinaire. Et cette rupture-là, tu la retrouves. Donc, il y a peut-être une hétéronormativité, pour utiliser ce terme, qui se diffuse au sein du couple. Donc ça, c'est une vraie question. C'est finalement, qu'est-ce que l'écologie a fait à la question de l'égalité homme-femme? C'est pas très évident aujourd'hui. Et on le retrouve par rapport à l'adaptation au changement climatique, parce que c'est des travaux que j'avais consultés. On a pas mal travaillé au sein du Centre des politiques de la Terre. On est lié à la Cité du genre. Donc, on essaye de voir de quelle manière les risques liés à l'adaptation au changement climatique concernent plus les femmes que les hommes. Et notamment, dans certains pays, on voit que c'est tout à fait frappant.
Alors je repense aux travaux de ma collègue avec qui je travaille en ce moment, qui travaille sur l'agroécologie au Brésil. C'est des groupes de femmes. Et ces groupes de femmes sont dans la subsistance essentiellement, c'est-à-dire dans une agroécologie familiale, là où les hommes sont essentiellement captés du côté, alors soit d'industries extractivistes qui viennent s'installer sur les pourtours, ou dans la grande agriculture plutôt intensive, et on voit un vrai partage de genre autour de cette question d'écologie, si bien que ces pratiques écologiques, elles sont essentiellement portées par les femmes. Donc quand l'ONG dit « ça serait bien que ce soit les femmes qui se chargent de cette question », je dis attention parce que d'une certaine manière, c'est déjà beaucoup le cas et on le voit dans pas mal d'assos. Et de fait, ça continue à renouveler un clivage de genre qui fait aux femmes l'entretien de la planète et aux hommes sa consommation, si je pousse un peu loin le propos. Oui, alors moi j'ai peu de choses à dire en addition à ce qu'a dit Nathalie, mais pour revenir à la question de l'eau plus génériquement, moi l'impression que j'ai, en fait, avant de venir, là j'étais en train d'écrire la préface du livre de Fabien Escuyer, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un des responsables du programme de recherche-action OCAPI, qui s'intéresse à la valorisation des urines et des excréments humains. Et en fait, ce que je me disais, c'est on a beaucoup dit, on a adapté la ville à l'automobile, mais en fait, on a aussi adapté la ville au réseau d'eau et d'assainissement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu, finalement, si on prend un point de vue historique, hein, on a eu une forme de renversement où donc on avait des villes existantes que l'on a équipées, et cet équipement, on l'a adapté à ces villes existantes. Quand même en obligeant à un moment donné le raccordement à l'égout, le raccordement à l'eau, etc. Et aujourd'hui, mettre en place des alternatives est quasiment impossible parce qu'on est verrouillé par l'interface technique. Et donc moi j'aime bien cette notion d'interface technique qui est un peu plus riche que celle de système sociotechnique et qui est due à un philosophe des techniques qui s'appelle Gérard Chazal, qui justement, il emploie le terme interface à dessein, hein, qu'il emprunte à l'informatique, pour signifier le fait qu'entre nous et la ressource, par exemple, donc l'eau, pour prendre le cas de l'eau, puisque c'était de l'eau qu'il s'agissait, il y a un monde, il appelle ça aussi les mondes intermédiaires, et que ce monde, il nous échappe complètement, et il prend une forme d'autonomie qui fait que nous, en tant que ce qu'on appelle usagers, nous ne pouvons rien y faire, nous ne pouvons pas le piloter, nous ne pouvons juste ouvrir ou fermer le robinet et ça s'arrête là. Et ce à quoi on réfléchit justement avec la Seine-Saint-Denis là, c'est au désépaississement de l'interface technique. Bon, c'est un peu moche comme expression, je suis d'accord, mais en essayant de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut remettre de l'eau dans la ville, mais avec des infrastructures minimales, dans un département qui était couvert d'eau avant, et dans lequel l'eau a quasiment complètement disparu. Et dans lequel on a des habitants qui, pour certains, ne quittent jamais le département, dans lequel il n'y a pas de piscine ou très peu. Enfin, il y a des piscines, j'exagère, pas dire n'importe quoi. Mais il y a une offre en termes de piscine qui est très faible, etc., etc. Et où finalement, on se dit qu'il y a un enjeu énorme à pouvoir donner accès à cette eau qui est à la fois utile, mais qui est aussi une aménité et qui peut... et qui passe encore une fois par ce désépaississement. Et j'insiste là-dessus parce que ce qu'on a regardé là, avec l'atelier qu'on a commencé cette année, c'est qu'on s'intéresse alors maintenant aux eaux non conventionnelles. Et ce qu'ont vu les étudiants dans leur première recherche, c'est qu'il y a énormément de dispositifs de mise en valeur d'eau non conventionnelle, mais qui sont hyper techno. C'est-à-dire qu'on fait valoir une solution qui semble plus vertueuse, plus ceci, plus cela, plus économe en eau, qui va permettre d'économiser une partie de la ressource, etc. Mais à côté de ça, en fait, on fait du transfert inter-ressources.
De la même façon, je sais que je suis très loin du sujet initial, mais j'en profite pour caser mes trucs, comme ça c'est fait. Mais de la même façon que quand on regarde les équipements qui sont dédiés aux eaux pluviales, par exemple pour les particuliers, en fait, c'est que du plastique. Et il n'y a pas de réflexion, enfin si, je suppose qu'il y a une réflexion, mais en tout cas, il n'y a pas d'offre alternative qui consisterait à dire, ben non, si on dit il faut avoir plus de soins pour les eaux de pluie, etc., ben, ne les mettons pas dans du plastique. Et donc, il y a dans toutes ces alternatives qui sont mises en œuvre aujourd'hui, il y a aussi un très gros biais en termes de choix techniques qui finalement, qui font qu'on ne sort pas de l'infrastructure, même si elle prend une autre forme. Merci beaucoup. On est limite sur le temps, donc je vais laisser Colin conclure et puis ouvrir le débat avec la salle. Et puis moi, je vais aller repérer les doigts qui se lèvent pour passer le micro. On voulait juste en fait ouvrir par rapport à toutes les discussions qu'on vient d'avoir, même par rapport à des termes qui ont été employés tout à l'heure, et je pense aussi à Roberta qui mentionnait au moment de la visite, qui parlait en parlant de Carlo, des architectes qui se posaient peut-être trop la question du comment et pas assez de la question du pourquoi, dans une certaine forme de radicalité, de s'interroger sur la commande qui nous était proposée. Et je parle de ça parce que par rapport aux réflexions qu'on a eues, et je pensais aussi à votre interview, Céline Barle, pour Circular Metabolism podcast il y a 2 ans, où vous disiez on peut affirmer qu'un régime politico-économique constant, aucune transition socio-économique ne paraît possible. Je pense aussi au terme que vous avez employé tout à l'heure, Nathalie Blanc. Et en fait, on voulait juste ouvrir le débat par rapport à cette question de la radicalité, par rapport à la question aussi par rapport aux stratégies dont vous aviez parlé, Céline Barle, tout à l'heure, sur quelle est notre latitude, quelle est notre marge de manœuvre, en sachant que nous ne sommes pas acteurs des éléments sur lesquels nous répondons à des commandes, qui sont très souvent des produits financiers, qui, comme vous l'avez rappelé, correspondent aussi à des logiques capitalistes, systémiques, qui sont très ancrées. Et donc ça interroge forcément sur la pratique de la ville, sur toutes ces questions de flux, questions de matériaux, sur les questions d'architecture aussi, sur pour quelle radicalité sommes-nous prêts pour pouvoir réussir à imposer aussi des nouveaux récits, mais qui soient concrétisés et sur lesquels on aurait alors un nouveau travail effectué qui correspondrait qui serait davantage en accord avec les éléments dont nous parlions et les constats et les prospectives qui sont réalisés. Oui, c'est une question de conclusion et d'ouverture pour la salle. Hein, je tenais à vous le rappeler. Merci beaucoup. C'est une discussion tout à fait stimulante et heureuse. Enfin, merci beaucoup pour tout ça. J'ai deux questions très, très différentes. La première concerne plutôt justement, j'essaie d'enchaîner avec ce que Colin disait, sur ces récits et cette manière que plusieurs communautés inquiètes et cherchantes partagent de construire des récits. Donc vous, dans les écoles d'architecture aussi, les communautés scientifiques également. Et Sabine mentionnait ce PFE, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup maintenant qui continuent à faire ça, et qui cherchent justement entre les choses, et cette année qui continuent à travailler par exemple sur des notions de confort, enfin l'héritage des modernités et les notions de confort, et mettre ensemble justement d'où viennent les matériaux, d'où vient l'énergie, les extractions, les dispositifs construits, et puis
les constructions sociales qui accompagnent tout ça, donc ces interfaces qui régissent justement ces interfaces techniques. Donc, et c'est vrai que de plus en plus, donc ça c'est la première question, c'est justement sur ces récits, on en a pas mal parlé, de ce passage finalement de la projection à la prospection, qui se passe aussi dans les écoles d'architecture, à la faveur avec l'outil du scénario, donc on peut nommer de plein de façons différentes, et qui permet d'envisager d'autres manières. Et ma question, vous en avez parlé l'une et l'autre, c'était la... Qu'est-ce qui se passe derrière? Comment? Tout va bien? Il y a un loup qui est rentré? Non? C'était la question de l'efficacité, en fait, parce que Sabine, par exemple, tu disais les gens ont réagi au scénario extrême, à l'autre scénario, etc. Comment, nous, c'est une question qu'on se pose constamment en construisant avec les étudiants ces magnifiques récits dessinés, pensés jusqu'à la détail de construction, jusqu'à la matérialité. On essaie, ça ne marche pas toujours, mais justement la mise en œuvre et de ces alternatives critiques, de ces alternatives possiblement joyeuses, et cette question de la trajectoire qui désigne du coup une trajectoire d'un écart, là où on est, là où on voudrait aller, et comment y arriver. Voilà, ma première question c'était là-dessus. Je dis la deuxième parce qu'après je suis sûre qu'il y aura plein d'autres, donc je la case aussi. La deuxième qui n'est pas vraiment pareil, c'était, j'avais envie de vous entendre l'une ou l'autre sur la notion, enfin le concept plutôt de zone critique qui a débarqué partout et dans les écoles d'architecture aussi. Donc cette mince couche à la surface de la Terre qu'on habiterait, qu'on massacrerait donc, entre les atmosphères et les roches profondes, et qui met tout en relation. Et est-ce qu'à votre avis, donc l'une géographe, l'autre scientifique, c'est un outil dont on peut saisir parce que son imaginaire spatial est d'une grande force, en tout cas, il est par essence interdisciplinaire, et que dans les écoles d'architecture, est-ce que ça peut être quelque chose de fécond ou pas? Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Questions courtes? Hein? Merci. Oui, moi je me posais une question sur... vous aviez parlé de projets métropolitains ou d'idéologie métropolitaine. Et je me demandais plus globalement, toutes les deux, qui êtes proches d'une certaine manière de cercles de décision ou de pouvoir ou dans les collectivités à différentes échelles, pas forcément du pouvoir tout en haut, mais de différents centres de décision, où on en est dans ces centres de décision sur ce changement de paradigme et sur où en sont en quelque sorte les gens qui prennent des décisions dans cette vision d'un changement de paradigme et dans ces visions prospectives, à quel point ils l'acceptent, à quel point ils l'ont intégré, à quel point c'est un travail chaque fois de convaincre et de démontrer ces choses-là, ou à quel point c'est quelque chose qui est relativement admis et donc maintenant il faut juste les mettre en place. Voilà. Autre question? On peut déjà commencer par répondre à celle-là. Oui, alors, bon, alors la zone critique. Oui. Bon, en fait, moi, je ne sais pas ce que c'est. Et en plus, j'ai vraiment un problème avec ce vocabulaire. Le mot zone et le mot critique, enfin l'adjectif critique me gêne beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'on avait la biosphère, c'est pas mal. Et que voilà, du coup, je sais pas quoi dire sur la zone critique. Ça fait pas partie de ma vie. Voilà. Mais enfin, je ne vois pas en quoi on a besoin de cette notion en plus d'autres notions qu'on a déjà. Mais voilà. Et après, alors sur
ce qui se passe dans les hautes sphères. Alors, en ce qui me concerne, moi, je pense que je n'ai aucune action sur les hautes sphères. Mais en fait, on ne peut pas répondre en bloc. On voit bien qu'il y a des gens qui essayent partout de changer des choses, qu'ils ont du mal, qu'il y a quand même un rouleau compresseur dominant qui, lui, ne change pas du tout. Ce qui renvoie un peu à la question des récits et à ce que, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais avait appelé le schisme de réalité, entre ce récit de la transition glorieuse grâce à l'électrification, l'hydrogène vert, le truc, le machin, le bidule, et puis une situation qui ne s'améliore pas du tout. Et c'est vrai que... Alors, pourtant, vous avez bien reconnu que nous étions plutôt joyeuses, mais moi, ça fait plusieurs fois. Hier, j'étais à l'Assemblée générale de France, Ville et Territoire Durable, et ce qu'on me dit, c'est oui, que ce que je dis, ça casse le moral. Enfin, je sais pas, on ne peut pas nier les faits. Si on prend la courbe de croissance de consommation de l'énergie, elle est telle qu'elle est. C'est pas moi qui l'invente. Et donc voilà. Donc il y a une volonté de soutenir ce récit de la transition qui va plutôt avec ce qu'on appellerait la modernisation écologique et qui n'a strictement rien à voir avec un changement de paradigme, qui va plutôt dans le sens d'une consolidation du régime socio-écologique dominant, donc industriel, linéaire, mondialisé, intense, etc. Mais il y a partout des gens qui essayent de changer et on le voit alors à différents niveaux et on le voit au niveau politique et on le voit beaucoup dans des services aussi, dans des services de ville, dans des institutions diverses et variées où on voit qu'il y a des gens qui essayent de profiter de la petite marge de manœuvre qu'ils ont pour essayer de faire passer des choses. Mais bien sûr, à un moment donné, leur action est interrompue par le fameux rouleau compresseur dont je parlais. Donc, ouais, voilà. Je sais pas, c'est pas très... Ouais. Non, sur la zone critique, en fait, quand on a fondé le Centre des politiques de la Terre, il y avait Jérôme Gaillardet qui faisait partie. Il a écrit La Terre habitable, un ouvrage que vous avez peut-être lu. Il s'est fait le grand défenseur de la zone critique. Alors, en fait, je suis diversement critique sur la zone critique. D'abord parce qu'elle n'a pas tenu ses promesses. Alors, faut voir qu'elle était notamment amenée par les géosciences. Et les géosciences, c'est des sciences, et peut-être en lisant La Terre habitable, où vous êtes fait la réflexion, pour ceux qui l'ont lu, c'est des sciences qui ne sont pas des sciences du vivant. C'est des sciences qui, fondamentalement, ont toujours eu un problème avec le vivant, au point que les collègues biogéochimistes qui travaillent avec nous sur ces campus habitables, par exemple, nous disent que cette relation entre l'inerte, le minéral, la roche, si vous voulez, et le vivant, c'est quelque chose qui est très peu géré dans cette question de la zone critique. Et dans cette idée de la zone critique, il y avait l'idée aussi qu'on prendrait en compte dans les différentes zones critiques, il y en a en Afrique, il y en a ailleurs, etc., la singularité absolue de ce qui se passait dans ces endroits, en croisant les cycles hydrologiques, les cycles biogéochimiques, etc., etc. Et en fait, ce qu'on voit, parce qu'on a eu un postdoc de 2 ans là-dessus, qui a été voir quels étaient les modèles analysés, quels étaient les collègues qui travaillaient là-dessus dans les différentes zones critiques, et on voit à nouveau qu'il s'agit d'un colonialisme scientifique, pour dire la chose un peu crûment, c'est-à-dire qu'on utilise des modèles sur les forêts tropicales qui viennent des nords et qui sont plaqués dans des suds et qui sont signés essentiellement, avec des papiers qui sont signés essentiellement par les collègues des nords. Donc ça pose plein de questions. Là, l'article va apparaître qui rend compte de ce postdoc qu'on a financé. Et par ailleurs, zone critique, cette idée qu'on habite à la surface et qu'on habite cette mince couche, si on prend la question de l'Anthropocène avec éventuellement l'impact géologique qu'on pourrait avoir ou qu'on est censé avoir, on voit bien qu'on habite au-delà de cette mince couche et que pour le coup, la question de la zone critique ne rend pas tout à fait compte des impacts. Nous, on est en train de se lier au sein du Centre des politiques de la Terre avec le Centre du spatial.
spatiale pour parler d'habitabilité extraterrestre, habitabilité terrestre, et voir comment on peut réfléchir à ces questions-là. Donc ça dépasse largement la zone critique. Après, sur la question du politique, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Sabine. On travaille avec des gens dans les services, dans les villes, qui ont très envie de faire des choses, qui essayent d'en faire véritablement, qui sont dans des jeux extrêmement contraints, dans un moment politique qui est assez crucial, dont on ne sait pas très bien comment on va se sortir. Après, il y a des questions de réalité, c'est-à-dire que quand il fera 50 degrés pendant 10 jours à Paris, il fera 50 degrés pendant 10 jours à Paris. Si tu réintroduis des voitures partout, ceux qui pourront fuir, fuiront, et puis ceux qui ne pourront pas fuir, ne pourront pas fuir. En fait, on va se retrouver dans des scénarios un petit peu extrêmes, du point de vue en tout cas de la manière dont les populations vont être affectées. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui essayent de faire des choses partout. Alors la radicalité, ça vient de Racine, je crois, si je ne me trompe pas. C'est revenir à la racine de nos besoins, la racine de ce à quoi on tient. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de se poser la question jusqu'à où on est capable d'aller pour... voilà. Mais je pense qu'on va être obligé à une certaine radicalité parce qu'on sera poussé dans ces extrêmes-là d'une manière ou d'une autre. Donc la manière dont chacun, chacune ou les groupes que nous formons, auxquels nous appartenons, vont réagir, ça appartient à chacun, chacune et au groupe en question. Mais je pense qu'effectivement, il y a des effets de retranchement qui vont être par étapes. Enfin, là aussi, je suis un peu gloomy. Hein. Désolée. Roberta, on peut encore poser 2-3 questions? Ok, il y a un petit foyer là. Oui, bonjour, merci pour tout cet échange. Moi j'avais une question sur, donc nous actuellement, comme a dit Frédéric Bertrand, on travaille dans le cadre du Pierre Hansen, selon les scénarios post-métropolisation, enfin le scénario post-métropolisation, et on travaille sur le territoire donc du Blanc-Ménil et de ses environs, et c'est un territoire qui soulève un peu des problèmes de dépendance à des logiques interterritoriales et même internationales, parce qu'il y a l'aéroport du Bourget, il y a la zone logistique Gare au Nord, donc qui est reliée à l'échelle d'autres pays nord-européens. Et du coup, je me demandais, comme c'est des territoires qui obéissent à des échelles plus larges, est-ce que le travail du Pierre Hansen, est-ce qu'il y a des travaux équivalents, on va dire, d'autres collectifs dans d'autres pays, et si oui, à peu près lesquels, et comment est-ce qu'il y a une coordination hors des territoires, même si normalement on devrait se rediriger à l'échelle des territoires eux-mêmes, et comment ça se coordonne? Merci. Donc, Bonjour. Moi, j'ai aussi une question à propos des récits et par rapport à comment est-ce qu'on se positionne lorsqu'on réalise des scénarios. Donc, il y a un positionnement où on considère qu'on fait avec le système qui est mis en place aujourd'hui pour que ces scénarios, on puisse les imaginer comme vraiment réalisables et vraiment concrets. Mais puisque l'on considère que le système auquel on appartient doit être repensé et reconfiguré, est-ce que ces scénarios qu'on produit ne peuvent pas être réutilisés par ce système justement? Au contraire, si l'on se positionne vraiment contre et qu'on ne prend pas en compte les logiques de ce système-là, est-ce que les scénarios qui peuvent être intéressants parce qu'ils nous amènent à penser autrement peuvent vraiment être pris en compte et imaginés comme possibles? Et ensuite, est-ce que justement on ne pourrait pas considérer de penser en dehors de tout cadre que nous connaissons, donc non pas pour ou contre, c'est ni une utopie ni une dystopie, mais plutôt une forme d'hétérotopie où on chamboule complètement ces imaginaires, l'imaginaire urbain qu'on a aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre-là, est-ce que la science-fiction n'est pas un nouvel outil aussi à développer en urbanisme et en géographie? Ok, tu vas répondre sur la science-fiction après, je pense.
Du coup, je suis perdue, mais je vais y arriver. Oui, alors, il faut bien voir que quand on fait un exercice de prospective, on ne fait pas de la prédiction, on ne fait pas de la futurologie, et on ne dit pas « voici ce qui doit advenir ». Même si, bien sûr, nos scénarios, on les aime bien, il y a plein de choses qu'on aimerait bien, dont on aimerait bien qu'elles se passent, mais on ne dit pas « voilà ce qui va se passer ». Ce qu'on fait, enfin, moi, c'est ce que je dis généralement, c'est un exercice d'imagination sérieuse, c'est-à-dire que quand on décrit une trajectoire, par exemple, qui va conduire à un certain état, on l'informe de tout un tas de travaux de recherche, de consultation d'experts, etc., qui amènent à dire, bon ben voilà, une trajectoire possible qui pourrait conduire à ça, ça serait ça, mais tout ça n'a pas vocation à se passer. Donc, je pense que l'objectif, in fine, c'est de faire réfléchir déjà, et c'est d'ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire de dire, on peut raisonner hors du cadre, et quand on raisonne hors du cadre, on arrive à imaginer des choses qui se tiennent. Après, à chacun d'en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que si je prends un point de vue, je peux prendre un point de vue dans lequel j'exprime mon avis politique qui consistera à dire moi, ces deux scénarios, je les trouve super chouettes, ça serait bien qu'ils adviennent, blablabla. Bla. Maintenant, je peux prendre un autre point de vue qui est qui est un point de vue plus neutre, avec une certaine neutralité axiologique, qui consisterait à dire voilà, nous, tout ce qu'on veut vous montrer, c'est que un scénario qui prolonge la tendance actuelle, même avec des politiques environnementales volontaristes, ça ne marche pas. Et que des scénarios qui s'engagent dans des transformations plus radicales peuvent arriver à un état de l'environnement, de la biosphère et de la santé humaine et des sociétés humaines qui semble bien meilleur. Après, à ceux qui s'en emparent d'en tirer les conclusions qu'ils veulent. On peut très bien en tirer les conclusions. Quand je dis, par exemple, à système politico-économique constant, on n'aura pas de transition, moi, j'en tire une conclusion personnelle qui est que le système devrait changer, mais d'autres peuvent en tirer la conclusion que, dont acte. Il faut juste qu'ils l'admettent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ne l'admettent pas. Et qu'on pourrait très bien dire, dont acte, on va faire avec ce qu'on a, nos 50 degrés, etc., etc. Bon, après, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais voilà. Et après, par rapport à la mise en réseau, à vrai dire, les travaux, ce genre de travaux ne fait pas l'objet de beaucoup de diffusion parce que se pose la question de... Ça rentre assez peu dans le cadre des publications scientifiques classiques. D'ailleurs, on a très peu publié sur ce travail. Bon, on n'a pas eu le temps non plus, mais... et du coup, c'est plutôt des travaux qui passent un peu sous le radar de ce qu'on peut trouver dans la bibliographie. Ce qu'on trouve facilement, c'est plutôt les exercices de simulation, comme je le rapportais avant, des exercices qui vont dire, si on faisait ça, qu'est-ce qui se passerait en termes quantitatifs. Ça, c'est publié généralement. Mais les scénarios plus élaborés sont rarement publiés, donc je ne sais pas trop. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a de la mise en réseau à faire et quand j'avais présenté ça à une école thématique il y a 2-3 ans là, et il y avait Juan Martinez-Allier qui avait dit mais en fait pour que votre scénario marche, il faut que vous vous alliez, il faut que vous trouviez des alliés à l'échelle internationale. Parce que de fait, il y a des autres endroits où il y a des gens qui veulent la même chose. Voilà. Après, pour le Blanc-Ménil, de toute façon, dans le scénario municipaliste, il n'y a plus d'aéroport, il n'y a plus de zone logistique. Donc, vous avez réglé tout le problème. Alors, on a fait en 2010, avec Cyria Emelianov, Jacques Tess et un certain nombre d'autres collègues, un scénario de prospective, et moi, je m'occupais de la partie science-fiction. Donc, on a travaillé en prospective à partir de la science-fiction.
Alors, il faut voir que je suis une grosse fan de science-fiction et des récits et de la manière dont penser l'alternative à partir de ces expériences de pensée que constituent des récits de science-fiction. Un des premiers récits de science-fiction, c'est autour de 1791. Donc voilà, on a commencé à penser de cette façon un peu différente cette question-là. Alors, ce qui m'a frappé à l'époque, c'est qu'en 2010, quand on fait cette idée de futur à partir de la science-fiction, eh ben, on voit des récits de science-fiction. Je sais pas si vous, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent Octavia Butler, qui est une écrivaine de science-fiction, une des premières femmes noires ayant écrit de la science-fiction, et qui se projette du coup en Californie, qui brûle avec ses enfants, qui essayent, enfin cet enfant qui essaye de sauver, etc. Et à l'époque, on n'avait que ces grands récits-là. Ce qui me frappe dans la science-fiction, c'est, je vous recommande 2 ouvrages qui ont rapproché la science-fiction d'un exercice de prospective de manière tout à fait singulière ces derniers temps. C'est Déluge de Stephen Markley. Il est très glauque, ce récit, mais il est parfaitement réaliste. C'est tout à fait, la science-fiction s'est rapprochée d'un exercice de style de manière très très réaliste. Et c'est très nouveau par rapport à ce qui se passait en science-fiction en 2010. Et un autre qui m'a beaucoup plu et qui est français, et alors pour le coup qui est beaucoup plus, qui est joyeux, qui est La sortie heureuse, c'est Cabane de Quentin, je ne sais plus comment il s'appelle, je dois l'avoir quelque part. Et en fait, là aussi, la science-fiction se fait très précise dans l'idée d'imaginer les avenirs. On n'est plus sur des grandes projections un peu délirantes, etc. On est vraiment sur cet exercice de prospective par le récit de manière extrêmement précise. C'est vraiment intéressant de voir quand même comment ce champ littéraire s'est déplacé pour essayer de penser l'avenir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En fait, il se fait tard, là, je crois. Ah, je vois qu'il y a une autre question. Tu voudrais pas? Il y a une... Mais tu veux poser une question? Bonsoir. J'aurais bien aimé avoir une précision sur, dans les fiches du PRNCN, dans le scénario le plus radical, on parle de démétropolisation, de logique de bourg et de hameau, et j'arrive pas à avoir la concordance avec l'urbain qui par principe n'est pas mauvais et la métropole qui peut avoir une variante positive, qui n'est pas en soi un processus, la métropolisation qui est mauvais, ce que j'avais l'impression de comprendre au début de vos prises de parole. Et je voulais savoir la réalité démographique derrière les possibles d'un territoire uniquement habité par des bourgs et des hameaux. Et dans ce cas-là, ce qu'on pense de la ville, est-ce que là on se trouve dans un espace qui n'est pas désirable en soi, qu'est la ville, qu'il faut arrêter de penser la ville? Alors, effectivement, dans ce scénario-là, les établissements... Alors du coup, on s'est beaucoup questionné sur comment on allait appeler ces trucs, donc on les a appelés des établissements humains, bon, ce qui est une expression ancienne, hein, qui nous a juste paru pratique à ce moment-là. Et donc, on n'a pas 0 ville, en fait. On a des bourgs et des hameaux, mais on a aussi des petites villes, et puis on a quand même Paris qui a perdu beaucoup de population, mais qui reste une ville importante. Donc, simplement, on a considéré que cette forme complémentaire d'établissement humain jouait un rôle important dans le système de peuplement, comme on pourrait dire à l'ancienne. Voilà, donc après, la question, c'est pas, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ma prise de position consistait à dire il n'est pas utile de condamner la ville. Mais ça ne signifie pas qu'on ne peut pas imaginer d'autres formes d'utilisation de l'espace qui passeraient par des établissements humains de plus petite taille. C'est pas la même chose. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'un n'est pas le contraire de l'autre. Voilà. Et après, ce qui se passait quand même, si vous avez lu le scénario, c'est que on avait une redistribution de la population, c'est-à-dire que le bassin de la Seine perdait quand même 5 millions d'habitants, si mes souvenirs sont bons, qui étaient répartis à l'échelle nationale
Donc on ne les a pas fait disparaître comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Et donc cette répartition, elle rend possible aussi cette reconfiguration des établissements humains. Parce qu'on a moins de gens à loger, en quelque sorte. Mais après, je suis d'accord avec vous pour dire que il y a un petit truc qui aurait mérité d'être un peu plus, comment dire, un peu plus travaillé sur cette question des établissements humains et de leur taille, etc., parce que là, ça reste un peu vague et moi-même, je me pose un peu de questions, pour être tout à fait honnête. Remerciez pas pour les remerciements ou les mots finaux que je laisserai à Frédéric, mais surtout aussi parce que vous avez répondu à une série de questions que j'aurais dû poser jeudi dernier et concernant les rapports au temps. Et donc, merci beaucoup de donner autant d'éléments dans un format qui est absolument excellent par rapport à toute la richesse que vous, disons, avez fait émerger. Mais c'est surtout ce qui m'interpelle, c'est aussi la place que la démarche prospective peut prendre dans ce discours, mais qui me semble aussi interpeller les rapports au présent que nous avons, et non pas pour être présentiste, hein, pour rappeler ce que disait Hartog la semaine dernière, mais surtout pour se dire comment la recherche en action que vous menez, qui est une vraie recherche qui vous amène à voir des personnes et à toucher donc vraiment la matière réelle qui est devant vous, eh ben, parle aujourd'hui dans les lieux, les espaces universitaires dans lesquels nous nous trouvons. Donc là, on n'est ni face aux des élus, ni face à des collectifs. Nous sommes face donc dans un établissement public universitaire qui est censé former des jeunes, à des jeunes qui sont face à une réalité aujourd'hui présente et qui n'est pas celle de 2050, même s'il faut absolument y réfléchir, qui sont les termes de votre recherche qui, pour moi, est une recherche non académique, recherche en action au sens votre démarche du quotidien, qui est bien présente et qui est une forme de politisation du présent et donc qui est si difficile dans les espaces, disons, de l'académie, de la recherche et des espaces des établissements universitaires aujourd'hui. Et donc, je voudrais dire à quel point et à quel niveau vos espaces et vos actions portent une forme d'émancipation par vos propres trajectoires. Donc, c'est que vos témoignages nous montrent, voilà, quels sont les éléments que vous voulez nous donner à voir pour nous conseiller pour être aussi dans cette trajectoire d'émancipation dans un espace présent qui nécessite une forme de repolitisation. Et donc ça appelait une réponse de l'ordre. Bon, je n'ai pas vraiment de réponse à donner sur ça. Je pense que, en fait, moi, j'ai jamais pensé que ce que je faisais, c'était engagé. Et ce qui m'a surpris, c'est que en master 2, là, il y a un exercice qu'on fait faire aux étudiants qui sont en parcours recherche, enfin qui font un mémoire de recherche, qui est de prendre un article d'un de nous et de le comparer. Enfin, d'en faire une lecture croisée avec un article d'une autre personne. Et il y a un étudiant, une année, qui avait pris un texte que j'avais écrit sur le métabolisme et il avait pris un autre texte sur la matérialité, etc. Et il écrivait dans son truc, oui, et ben donc on a deux visions de la recherche, une recherche engagée, Sabine Barle, et une recherche plus neutre. Et moi, en lisant ça, je me dis, ah ouais, mais ah bon, moi je suis engagée, mais c'est pas vrai en fait. Enfin, c'est pas vrai, je veux dire, je n'avais pas cette perception de moi-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on a, enfin, c'est l'exercice, par exemple, de quantification du métabolisme qui donne son propre résultat. Après, on le fait parce qu'on a une petite idée derrière la tête. Mais voilà, donc je ne sais pas quoi dire d'autre à part ça. Et moi, je vais répondre. Alors, on se connaît très bien, exactement à l'inverse. Je suis rentrée dans la question environnementale parce que c'était une question politique. Et en fait, j'avais fait les Beaux-Arts à un moment et j'ai trouvé qu'ils étaient trop... Enfin, c'est les années 80, donc c'est une autre époque. C'était trop... Enfin, je vais utiliser les termes, j'arrive pas... Narcissique, enfin, on se regardait trop.
Et j'appartiens à une famille depuis 4 générations très politisée et qui a toujours vécu le politique. Enfin, pour vous dire, chez moi, il y avait Marx-Lénine, les réfugiés chiliens, les réfugiés du régime grec, les réfugiés, etc. Donc la question politique, c'était mon éducation. Et pour le coup, la question environnementale, dans les années 80, elle m'est apparue comme une question qui devait être politique. Elle n'était pas juste une question naturelle, pas juste une question naturaliste. Et donc, quand j'ai pris la question environnementale, je l'ai pris pour ça. C'est pour ça que j'ai fait ma thèse sur le cafard dans la ville, mais pas le cafard. J'ai fait ma thèse sur l'animal, le cafard dans la ville, parce que c'est une façon de répondre à cette question de l'environnement, de la solliciter de manière critique et pas juste comme un décor urbain. Ce n'était pas juste de la verdure dans la ville, c'était de poser la question: quel rapport a-t-on à la nature dans la ville? Quel rapport a-t-on avec le monde vivant autour de nous? Et c'était d'une façon politique de le poser. Donc moi, c'est vrai que j'ai toujours essayé de faire de la recherche engagée, ouais. C'est-à-dire engagée dans le sens critique du terme, permettant de dévoiler des pans de notre réalité qu'on n'avait pas forcément à l'esprit. Bon. Merci infiniment. Moi, en plus, je vous encourage à lire les textes sur lesquels on s'est appuyé, à aller voir les sites, parce que en lisant l'entretien dernier entretien là, de Nathalie Blanc c'est la question du cafard qui me fait rebondir là, parce que j'y voyais des échos avec la construction de cette école. Et il y a Greenberg qui vous a donné le cafard et vous êtes allé voir plutôt les situationnistes, et ça c'est des lignes de fracture historique de l'école, et puis qui a aussi contribué, parce que dans l'école il se passe beaucoup de choses en termes avec différentes formes d'engagement, quoi. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. En tout cas, merci infiniment à toutes les deux, quoi, de vous être livrées à cet exercice. En plus, moi je le dis sans que ça ait été, qu'on l'ait préparé tous les 5. En tout cas, moi je dis aussi merci à Clarisse et merci à Colin, parce que on a planché, mine de rien, on n'était pas fiers tous les 3 là, en se disant, mais, enfin moi le premier, après avoir accepté auprès de Roberta, le lendemain, en me réveillant comme après une mauvaise cuite, là, on se dit pourquoi j'ai accepté, quoi. Voilà. Et en tout cas, merci Roberta, avec ton énergie, ta conviction, d'emballer les gens, les personnes, tout ça, et de faire que tout peut se passer comme ça. Donc vraiment, merci infiniment à toi aussi. Mais bon, voilà, j'espère en tout cas qu'on se reverra et qu'on aura d'autres occasions de collaborer, de parler ensemble et de partager vos expériences. Merci infiniment pour tout ce temps d'échange. Merci à toutes et tous aussi, bien évidemment.